Alors je ne sais pas si vous connaissez cette fameuse expression « This time it's different ». Cette fois, c'est différent. 4 mots, les 4 mots les plus dangereux de toute l'histoire de la finance selon Sir John Templeton. Ceux qui ont précédé chaque bulle, chaque crash, chaque désastre boursier. Depuis 1929, à chaque fois que quelqu'un a prononcé ces 4 mots, eh bien, il s'est littéralement vautré. Alors aujourd'hui, je ne vais pas les prononcer, je ne vais pas vous dire que cette fois c'est différent, je vais juste vous poser une seule question. Qu'est-ce qui se passe quand le marché réalise en pleine séance que le filet de sécurité sur lequel il comptait depuis des mois et des mois n'a peut-être jamais existé? C'est exactement ce qu'on est peut-être en train de vivre en ce moment, cette semaine, et je vais vous expliquer pourquoi. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Veillet et nous sommes le 23 mars 2026. C'est une nouvelle semaine qui commence, une éventuelle nouvelle semaine qui va encore nous faire baisser un peu plus bas. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Alors ça fait 4 semaines, les bourses mondiales baissent depuis 4 semaines consécutives. Le S&P 500 a perdu près de 8% depuis ses plus hauts, le Nasdaq presque 9%, les moyennes mobiles des 200 jours, elles ont montré qu'elles avaient autant de résistance qu'une motte de beurre en plein soleil, et je vous rappelle que les zones de correction, elles apparaissent après et 10% de baisse depuis les récents plus hauts. Et vous savez ce qui est vraiment bizarre dans tout ça? C'est qu'on est sur des points d'entrée aujourd'hui que les investisseurs auraient embrassés il y a 6 mois en arrière. Des niveaux où d'habitude tout le monde se précipite pour acheter le fameux buy the dip. Et pourtant, personne ne bouge. On garde les mains dans les poches, on reste assis sur ses mains, les ordres restent dans les tiroirs et le doute nous assaille. Pourquoi ? Eh bien parce que pour la première fois depuis bien longtemps, personne ne sait comment ça va se finir et les plus pessimistes se disent même que ça pourrait mal se finir. Bon, reste encore à définir ce que mal finir peut vouloir dire. Le pétrole à 175 $, les gardiens de la révolution qui prennent le pouvoir à Dubaï, le S&P 500 qui va à 5000 avant d'aller à 7000, les trois en même temps. D'un côté, Trump qui menace d'oblitérer l'Iran si le détroit d'Ormuz ne rouvre pas. De l'autre, l'Iran qui répond qu'il sait très bien où sont les infrastructures critiques américaines. Quand on parle d'infrastructures critiques, on parle des raffineries, des ports, des bases militaires dans le Golfe et des câbles sous-marins qui transportent 95% des données Internet mondiales. Ça paraîtrait incroyable qu'ils soient capables de faire ça. Ça le serait en tout cas incroyable. Ce serait déjà pas mal pour un pays qui devrait être oblitéré selon les mots de Trump. Et pendant que ces deux-là jouent au plus courageux sur la scène internationale, il y a un troisième personnage qui observe, qui monte et qui sourit. Et même, j'ai envie de dire qu'il rigole carrément. Ce gars-là, c'est le baril de pétrole. Par contre, il y a une chose qu'il faut aborder ce matin. Encore une fois, il faut qu'on parle du taco trade. Parce que c'est lui qui explique tout ce qu'on vit en ce moment. Taco, T-A-C-O, comme le sandwich mexicain. Sauf qu'ici, ça veut dire Trump acts and chicken out. Vous connaissez l'histoire, on en a déjà parlé des dizaines de fois. Trump fait une connerie, Trump recule, et puis il en fait une autre et il recule encore. C'est le résumé de la stratégie de marché des quasi 18 derniers mois, et franchement, ça marchait jusque-là. Trump annonce des tarifs, panique générale, le Nasdaq perd 2%, 48 heures plus tard, Trump clarifie, les marchés remontent, tout le monde respire, et tout le monde rachète. C'était devenu tellement prévisible que les traders avaient intégré les backpedaling de Trump dans leur modèle d'investissement. Un peu comme une donnée, comme une lettre grecque, comme une constante, comme si c'était devenu écrit, comme si c'était mécanique. Et c'est là que ça devient généralement dangereux, parce que quand tu crois que le scénario est toujours le même, surtout en finance, eh bien, tu ne vois pas venir le jour où le scénario, il est en train de changer. Et ce jour-là, eh bien, c'est peut-être aujourd'hui. Alors, bien sûr, je dis bien peut-être, et le tout enrobé de conditionnel. Parce que là, on n'est plus dans une guerre commerciale, on n'est plus dans un bras de fer sur les tarifs douaniers, on est dans autre chose. On est dans un détroit bloqué, des tankers coincés, une escalade militaire, un conflit où chaque partie a des raisons internes pour ne pas reculer, et vous ne pouvez pas tweeter pour fermer le détroit d'Ormuz, vous ne pouvez pas faire une conférence de presse pour faire baisser le pétrole, et vous ne pouvez pas tweeter et faire une conférence de presse pour ouvrir un détroit et reconstruire des infrastructures en 3 minutes. C'est pas possible, c'est pas comme ça que ça marche. Le taco trade avait donc une logique. Eh bien, cette logique, aujourd'hui, elle ne peut plus s'appliquer. Revenons donc déjà à ce lundi matin.
Ce matin, l'Asie a ouvert et l'Asie, elle n'est pas contente. Il y a une chose que vous devez savoir sur les marchés asiatiques, c'est que quand ils décident d'avoir peur, ils le font pas à moitié. Et ce matin, le réflexe était quasi unanime. On a vendu partout, on réfléchit après, de toute façon. Parfois, on réfléchit pas du tout. On vend juste d'abord. Le Japon perdait 3,5%, la Corée du Sud moins 6,5%, c'était carrément le bain de sang. Et Séoul a en plus une raison supplémentaire de se prendre une claque ce matin, parce que le nouveau gouverneur de la Banque centrale coréenne vient d'être nommé, et franchement, il n'a pas l'air du genre à distribuer des baisses de taux comme des chocolats. Résumé de la situation en Corée du Sud ce lundi matin, les traders pensent tous « Ah bah super, en plus de la guerre au Moyen-Orient, on va peut-être en plus se prendre une hausse des taux dans les dents. Vivement le week-end !» Pendant ce temps-là, Hong Kong perd 3,65%, la Chine recule de 3,15%, l'Australie glisse, Singapour suit et l'Inde tangue également. C'est le domino universel et une seule question tourne dans toutes les têtes, de Tokyo à Sydney, de Shanghai à Mumbai. Combien de temps est-ce que tout ce merdier va durer? Oui, parce que c'est ça, le vrai changement de cette semaine. Avant, les gens se demandaient, est-ce que ça va continuer de monter encore longtemps? Maintenant, ils se demandent, est-ce que ça va s'arrêter de baisser? C'est pas le même marché, et c'est plus du tout les mêmes émotions. Et c'est pas non plus les mêmes décisions qu'on doit prendre. Maintenant, parlons du pétrole. Mais vraiment, un peu plus de profondeur sur le sujet que d'habitude. Parce qu'il y a un truc que les gens ne comprennent pas assez avec le pétrole, c'est que c'est pas juste un actif. C'est pas juste un chiffre sur un écran. C'est un espèce de poisson pilote. Et quand il bouge, tout le reste suit. Même les plus gros poissons le suivent. Depuis le début du conflit, le baril a quand même pris 55%. Faut pas l'oublier. 55% en quelques semaines. On est à $100. Et ça ne s'arrête pas. En tous les cas, ça donne pas l'impression que ça va s'arrêter. Alors maintenant, laissez-moi vous donner juste deux chiffres à retenir. Deux chiffres qui circulent dans les marchés ce lundi matin. C'est $140 le baril. C'est le seuil où l'économie américaine commencera vraiment à souffrir. Avant, c'était $100, mais avec l'inflation, les experts ont révisé leurs calculs. Notons quand même que si demain le baril monte à $140, l'économie va pas s'effondrer. Enfin, pas immédiatement, pas du jour au lendemain. Mais si ça dure, elle va forcément commencer à plier. L'autre chiffre, c'est 175, parce que par contre, à $175, c'est le seuil où on parle plus de risque de récession. On parle de certitude de récession. C'est pas moi qui l'invente, c'est les experts. Voilà donc le problème. Et c'est là où c'est beaucoup plus subtil que ce qu'on croit. C'est la menace, c'est le danger. C'est pas le niveau du baril qui pose problème. C'est la durée à laquelle il va rester tout en haut. Un pic à $120 pendant 3 jours, le marché peut gérer. Un pétrole à $100 pendant 6 mois, alors là, on risque d'avoir un problème. Et pourquoi est-ce qu'on aura un problème? Eh bien, parce que ça déclenche une espèce de séquence, une chain reaction, une réaction en chaîne. Laissez-moi juste vous l'expliquer en 2 mots. Première réaction, l'inflation repart. Pas de manière spectaculaire, lentement, insidieusement, mais suffisamment pour que la Fed ne puisse plus baisser les taux. Ce que tout le monde attendait d'ailleurs. Ça se fait plus. Ou en tous les cas, ça se fera pas tout de suite. Peut-être en fin d'année, mais c'est même pas sûr. Deuxième réaction, les taux restent élevés. Et des taux élevés, c'est un espèce de poison lent pour tout ce qui dépend du crédit. L'immobilier, l'investissement, la consommation. Et troisième réaction, c'est la plus sournoise, c'est la psychologie. Quand votre portefeuille commence vraiment à baisser, vous vous sentez beaucoup plus pauvre. Même si vous n'avez pas vendu, même si vous n'avez rien perdu réellement, vous vous sentez plus pauvre ou moins riche, c'est comme vous voulez. Et quand vous vous sentez plus pauvre ou moins riche, eh bien vous consommez moins. C'est naturel, c'est humain. Et quand vous consommez moins, les entreprises le voient dans leur bilan, dans leurs chiffres. Et forcément, elles freinent aussi. Elles embauchent moins, elles attendent. Et le marché du travail, qui tenait encore vaguement, commence clairement à montrer ses premières fissures. C'est ce qu'on appelle le double effet qui se coule. Et d'habitude, l'effet qui se coule, il fait beaucoup plus de dégâts que le choc initial. Alors maintenant, rendez-vous simplement à la pompe aux USA. $4 le gallon. C'est pas une abstraction macroéconomique, c'est le budget vacances qui saute, c'est le resto du vendredi soir qu'on annule, et c'est la petite dépense qu'on reporte, et qu'on reporte encore, et qu'on reporte encore. Et $4 le gallon, nous en Europe, on tuerait pour avoir le gallon à $4. Bref, tout ça, ça se voit dans les chiffres économiques 3 mois plus tard. Enfin, si le Bureau of Labor Statistics veut bien les montrer, les chiffres, et surtout si Trump les laisse faire. Résultat, le risque de récession est maintenant évalué de 35 à 40% par certains économistes. Il y a 6 semaines, on était à 10%. Et le pire dans tout ça, même si la guerre s'arrêtait demain, les effets ne disparaîtraient pas du jour au lendemain. Les prix mettent du temps à descendre, la confiance met du temps à revenir, et les décisions qu'on n'a pas prises, les investissements qu'on a gelés,
eh bien, il ne se rattrape pas comme par magie. Les infrastructures qui ont été détruites ne vont pas se reconstruire en 5 minutes. Les stocks qui sont vides vont pas se remplir du jour au lendemain. Et la confiance, on en parle de la confiance. Non, la facture d'une guerre, c'est clair et net, elle arrive toujours après la guerre. Et puis alors maintenant, parlons bien évidemment de l'éléphant qui est dans la pièce. J'ai nommé Donald Trump. Parce qu'au fond, tout le monde comprend que la clé de cette histoire, c'est lui. C'est pas l'Iran, c'est pas le pétrole, c'est pas Powell, c'est pas Warsh, c'est pas Nvidia, c'est pas les banques centrales, c'est juste Trump. C'est lui qui a allumé cette mèche, c'est lui qui peut en théorie éteindre cette mèche. Et le marché, il espère encore. Il espère que Trump va trouver une porte de sortie, un accord, une déclaration, quelque chose qu'il pourra vendre comme une victoire personnelle. C'est pas un espoir absurde, soyons honnêtes, avec les élections en ligne de mire, un baril à 100 $ qui fait mal aux électeurs à la pompe. Il y a une certaine logique électorale assez concrète qui pousserait, en théorie, à la désescalade. Mais, parce que oui, il y a un mais, ce que le marché commence à réaliser aujourd'hui, ce que personne ne veut vraiment dire à voix haute, c'est que peut-être Trump ne contrôle plus la fin de cette histoire. Avec les tarifs douaniers, c'est assez simple. Un décret suffisait, un tweet suffirait. On remet les tarifs à zéro et les marchés rebondissent le lendemain matin et tout est oublié. Mais là, on a des missiles, des tankers attaqués, des troupes en alerte, des pays qui ont mis leur ego et leur survie politique dans le conflit. On peut pas résoudre ça avec un appel téléphonique. On peut pas résoudre ça avec un post sur Truth Social. Et ça, c'est quelque chose de fondamentalement nouveau. Parce que tant que vous croyez qu'il y a quelqu'un aux commandes, vous continuez à jouer, vous achetez des baisses, vous restez investi, vous faites confiance au système. Mais le jour où vous réalisez que personne ne tient vraiment les commandes du navire, c'est le jour où tout commence à changer. Et ce jour-là, il arrive toujours trop tôt pour ceux qui n'y croyaient pas, et il arrive toujours trop tard pour ceux qui avaient déjà compris. Le marché, il craint pas la guerre, il craint l'incertitude. Et là, l'incertitude, on se noie dedans. Pendant des années, les marchés ont été globalement un film d'action, tension, explosion, happy end, le scénario hollywoodien qui va bien et qui finit toujours super bien. Le héros arrivait toujours à temps, c'était écrit dans le scénario et on avait besoin d'une victoire à la fin. Cette semaine, on ne sait pas si on est encore dans ce genre de film-là, on est peut-être dans un thriller où les règles ne sont plus les mêmes, où le héros peut perdre, voire mourir, et où la fin n'est pas écrite et n'est pas certaine. Et ça, pour des marchés qui fonctionnent depuis toujours à coup de scénarios prévisibles, c'est hyper déstabilisant. Alors mon conseil aujourd'hui, le seul indicateur qui compte vraiment en ce moment, c'est pas les discours, c'est pas les tweets, c'est pas les communiqués de presse, c'est le baril. C'est lui qui vous dira en premier si quelque chose est en train de changer à court terme. Avant les indices, avant les analystes, avant tout le monde. Le baril, c'est toujours avant les autres. Et donc vous avez bien compris, si vous n'arrivez pas à dormir à cause du stress, comptez les barils, encore une fois. Et puis au milieu de tout ça, n'oubliez pas non plus que plus personne ne mentionne le private credit qui continue de souffrir parce que tout le monde veut en sortir. N'oubliez pas que certaines banques sont en train de chercher des moyens de rendre leur bilan plus reluisant en exportant certains produits dans des structures bien plus opaques. N'oubliez pas non plus que l'IA est toujours là, mais que pour le moment, on n'en parle plus. Et n'oubliez pas que dans 2 semaines, on aura les chiffres du premier trimestre 2026. Et si ça montrait un peu que c'est un peu moins dynamique qu'avant, non mais vous inquiétez pas, c'est pas le sujet du jour de toute façon. Aujourd'hui, on parle du baril et du baril. Alors, on s'abonne à la chaîne Swissquote en français, on like, on partage, on active la cloche pour ne rien rater de la suite, et puis on commente aussi cette vidéo, et puis on se retrouve bien sûr la nuit prochaine pour un nouveau Morning Bull Live. Soyez forts, belle journée à tous, à demain. Bye bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.